Distinction en bande dessinée librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. La distinction en BD, mais comment est-ce possible, me suis-je tout d'abord dit en pressentant que c'était sûrement une bonne idée d'en parler dans un épisode d'Être et Savoir. Cet ouvrage, cette BD, paraît à la découverte Delcourt. Il y a déjà eu plusieurs belles bandes dessinées de sociologie à la découverte, comme Le Genre du Capital ou Mon musée imaginaire. Et puis Tiffaine Rivière en est l'autrice. C'est aussi l'autrice de l'hilarant et si juste carnet de thèse. Et j'étais donc curieuse de voir ce qu'elle allait faire avec ce classique de la sociologie qu'est la distinction et avec cet auteur majeur qui est Pierre Bourdieu pour l'éducation. On va fêter les 60 ans de la publication des Héritiers, par exemple, en 2024, et on en reparlera sûrement dans l'émission. Et j'ai adoré cette version bande dessinée. Ce n'est pas une adaptation des 598 pages de la distinction, mais plutôt une réflexion passionnée et passionnante autour de son sujet, les goûts des individus, le regard qu'on porte les uns sur les autres et sur soi-même aussi, et ce qui se produit quand on s'essaie à une auto-analyse. Ça, c'est plutôt pour la bande dessinée. Beaucoup de ces personnages sont des adolescents, ce qui ajoute à l'intensité du récit. Car Tiffaine Rivière a choisi de passer par une histoire, pas un narratif, selon le terme à la mode qui voudrait qu'on résume des idées complexes en de brefs récits. Non, une histoire peuplée de nombreux protagonistes et qui raconte les liens qui se tissent entre eux. Une histoire qui parle des idées qui les occupent, ces protagonistes, et qu'ils s'échangent. Et ce, au fil d'événements qui surviennent dans leur vie, comme dans toute bonne histoire. Et ce premier événement se déroule dans une salle de classe. Bonjour, je m'appelle Monsieur Quetker, je remplace Madame Laurie et on va travailler sur la culture et les styles de vie. Est-ce que vous savez qu'il existe différentes classes sociales ? Ouais, on n'est pas débiles, monsieur Kékette, merci. Non, je pense que tout le monde est égal dans la société française. Et quelle est la différence, selon vous, entre un grand bourgeois et un membre des classes populaires ? L'argent ! Donc, vous pensez que si un membre des classes populaires devient riche, il fait immédiatement partie des classes dominantes. Dans un des plus importants ouvrages de sociologie du monde, La Distinction, Pierre Bourdieu dit que non. Il pense que la classe sociale dans laquelle on est façonne nos goûts, mais aussi nos manières de penser, nos désirs, notre rapport au travail, nos aspirations, nos valeurs politiques. Tout ce qui nous constitue, jusqu'à notre façon de manger, de se faire des amis, de partir en vacances. Les classes dominantes participent consciemment ou inconsciemment à établir un système qui rend les passages d'une classe à une autre excessivement difficiles. On va voir quel système leur permet de faire perdurer leurs privilèges en donnant l'impression que ceux-ci sont fondés naturellement. Alors, je vais commencer par vous lire l'interview d'une grande bourgeoise sur ses pratiques alimentaires. Tiffaine Rivière, pourquoi avoir fait commencer cette histoire autour de la distinction dans un lycée et dans une salle de classe ? Parce qu'au départ, je cherchais un endroit où toutes les classes sociales pouvaient se mélanger. Et en fait, il y en a très peu. Parce que le principe, c'est que les grands bourgeois vont de toute façon être dans des endroits séparés, qu'il va toujours y avoir des écoles privées, même des hôpitaux privés. Et donc, du coup, je cherchais un endroit où le plus grand nombre de classes sociales pouvaient se retrouver. Mais ça pouvait pas non plus être un lieu public, parce que sinon, on peut pas mettre une histoire à un endroit qui fait pas vivre, où les gens vivent pas au quotidien. Et au final, je me suis dit que au lycée, il n'y avait pas toutes les classes sociales qui étaient mélangées, parce que quand on est sectorisé, il y a toujours un nombre de classes sociales et pas les autres. Mais en revanche, les lycéens, c'est ceux, à mon avis, qui ont le plus de possibilités de rencontrer d'autres gens à l'extérieur et de rencontrer toutes les classes sociales, parce qu'en fait, ils se construisent comme une génération contre la génération d'avant. Il y a beaucoup de rencontres dans cette bande dessinée. Vous préférez qu'on dise bande dessinée, ouais, roman graphique ? Bande dessinée, ça vous va. Librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu, je le redis parce que c'est écrit sur la couverture de cet ouvrage, donc qui est publié à la découverte Delcourt également, qui est un grand éditeur de bande dessinée. Alors, dans cet ouvrage, des personnages de différentes classes sociales se rencontrent, interagissent les uns avec les autres. Comment on fait pour représenter différents groupes sociaux ?
parce que il faut les caractériser avec aussi le dessin. Et ça, forcément, c'est déjà poser un regard emprunt, peut-être aussi de ces représentations. Oui, Tiffaine Rivière. En fait, c'est difficile de faire toutes les classes sociales à la même hauteur, avec la même distance, parce qu'il y en a que je connais très bien, et il y en a d'autres que je connais peu. Et du coup, il y en a certaines, par exemple, moi je viens d'un milieu qui est plutôt très grand bourgeois, et du coup, les grands bourgeois, je peux les faire parler pendant des heures. Je sais que je vois bien qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste. Les petits bourgeois où je suis plus maintenant, ou les intellectuels précaires, c'est pareil, en fait. Dès que j'ai un personnage en tête, je peux le faire pendant des pages et des pages. En fait, c'est très facile pour moi. En revanche, du coup, les milieux que je connais moins bien, comme je les fais de l'extérieur, ça veut dire que c'est des gens où je connais pas intimement leurs problématiques. Donc, je les comprends, je les connais. Mais c'est pas pareil que d'avoir soi-même vécu chaque problématique qui sont liées à leur situation. Et donc, du coup, j'ai demandé à des amis de m'aider à faire les dialogues parfois. Ou alors j'ai fait des interviews avec eux pour voir comment ils parlaient. Mais c'est pas facile parce que du coup, sur juste un petit échantillon de personnes, on est toujours moins juste que sur des personnes qu'on a croisées pendant 40 ans dans toutes les situations. Donc, pour raconter davantage l'histoire, c'est un professeur et ses élèves. Ce professeur décide de leur parler de Bourdieu et de la distinction. Ça peut arriver en vrai. J'en ai parlé, moi, avec des professeurs de sciences économiques et sociales. Mais lui, pour lui, c'est très, très important de leur montrer quelque chose qui va être comme une révélation pour eux. Vous pensez vraiment qu'on peut avoir des révélations en salle de classe ? Ah, en salle de classe, je sais pas. Je sais pas si on peut avoir des révélations en salle de classe, mais je pense que parfois on entend des choses qui vont résonner bien longtemps après. Moi, il y a plein de choses que j'ai entendues à l'école. Sur le coup, ça m'a laissé complètement froide. Et puis après, quand on est confronté à la situation ou quand on vieillit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont résonner ensuite. C'est comme si, pour comprendre quelque chose, il fallait qu'on nous le dise plusieurs fois, j'ai l'impression. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est de montrer un professeur qui, lui, a vraiment quelque chose à faire passer et qui croit que c'est possible parce que ça va avec son histoire sociale à lui. On peut dire un mot de cette histoire sociale à lui parce que finalement, elle est assez représentative, cette histoire sociale de plein d'histoires d'enseignants, parce que enseigner, ça a pu être pour pas mal de gens, hommes et femmes, une évolution dans la hiérarchie sociale. Ouais, en fait, j'ai remarqué en discutant avec les gens, parce que j'arrête pas de parler de classe sociale, du coup, depuis 2 ans avec tout le monde, où dès que je vois quelqu'un, je lui pose plein de questions dessus. Et en fait, il y a plein de gens pour qui il n'y a pas beaucoup de métiers qui existaient dans leur tête quand ils étaient adolescents. C'est un peu comme si ils avaient que des métiers schtroumpfs en tête. Médecin, avocat, prof. Mais en fait, le monde du travail, il est beaucoup plus diversifié. Même ici à la radio, j'imagine, il y a des tonnes de boulot où personne ne sait même qu'ils existent parce que c'est pas des métiers schtroumpfs, des métiers qui sont très clairement définis. Et du coup, par exemple, avocat, médecin, prof, ça fait partie des choses que tout le monde connaît. Et donc, du coup, c'est les endroits où les gens qui sont bons à l'école mais qui viennent pas de milieux favorisés vont vouloir aller directement. Et c'est le cas de ce personnage. Et c'est le cas de ce personnage. En fait, lui, il est fils d'agriculteur. Et donc, du coup, j'ai essayé de lui faire de raconter ce que c'était que le parcours de quelqu'un qui vit dans un univers qui lui correspond pas tellement. Parce que Bourdieu était un transfuge de classe. Et du coup, je trouvais intéressant de montrer que justement, tout le monde n'était pas assigné à une place, que les gens pouvaient bouger, que les humains, on est compliqués et qu'on déborde les cases qu'on essaye de mettre autour de nous. Et qu'il y avait des gens comme lui qui, précisément, ne pouvaient pas rester à l'endroit où ils étaient. C'est même pas qu'il a eu envie de partir, c'est qu'en fait, il correspondait pas à cet endroit. Et en fait, je dis ça et je me rends compte en disant ça que c'est parce que j'ai lu Eddie Bellegueule de Édouard Louis et ça m'a beaucoup marqué. Le moment où il dit « j'avais pas envie de partir de mon milieu », c'est juste que je pouvais pas y rester en fait, je correspondais pas à ce qui s'y passait. Et donc du coup, c'est un peu sur cette ligne-là que je l'ai construit, où lui qui est très intello depuis le départ, qui est très féminin pour un univers où la virilité est importante, du coup il finit naturellement par partir faire des études et devenir prof. Et quand on change de classe sociale, on est très sensible au goût et au dégoût. C'est ce qu'a expliqué très bien Pierre Bourdieu. Alors, dans un ouvrage un peu compliqué à lire, La distinction, on va y revenir, mais aussi dans les
tonnes d'interviews qu'il a fait pendant toute sa carrière de sociologue, et en particulier au moment de la sortie du livre. Je vous propose d'écouter un extrait d'Apostrophe. Les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Quand nous mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Goûts bourgeois anciens, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon, hein. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non-nié, quand c'est une double négation. La 2 chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la 2 chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient. Bernard Pivot, qui interviewait Pierre Bourdieu, qu'on entend donc dans cette archive que nous avons retrouvée dans un Culture Prime, et je mettrai le lien à la page d'Être et Savoir. Tiphaine Rivière, évidemment, dans cette bande dessinée, on parle des goûts et des dégoûts, on parle aussi des habitudes de vie et de la manière dont on considère sa propre vie, où on habite, ses habitudes alimentaires. Par exemple, le fait d'habiter à côté d'une route, ça peut être vu de manière, j'ai adoré cet exemple, de manière très différente, suivant le milieu dont on est issu. Absolument. Après, cet exemple-là, je l'avais utilisé pour illustrer le goût de nécessité. C'est un concept de Bourdieu qui dit que on finit naturellement par avoir envie de ce qui nous est accessible. En fait, on rêve pas au-dessus de nos capacités. Et ça veut dire que, en gros, à partir du moment où on n'a pas les moyens d'habiter dans une maison qui va pas être entre 2 rues, 3 RER et sous un couloir aérien, beaucoup de gens vont se dire c'est vraiment pratique parce que j'ai le RER qui passe juste à côté de chez moi, j'ai toutes les routes pour partir au travail le matin, donc ça c'est vraiment génial. Et pareil pour les grands immeubles ou pour les endroits où il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est vraiment génial parce que du coup les enfants ont plein de copains juste à côté, donc on s'organise des trucs, etc. Et en fait au départ on pourrait avoir l'impression, enfin moi avant de connaître ce concept, je me disais que on avait toujours envie de ce qu'on n'avait pas, et lui il retourne ça en disant que justement notre cerveau il fait en sorte que on ait des rêves adéquats à ce qu'on peut obtenir. Et moi depuis j'arrête pas de me rendre compte que je fais ça, et c'est vraiment dérangeant de me dire par exemple j'habite plus du tout à Paris, j'habite à 1 heure de Paris, et je dis non mais c'est vraiment bien parce qu'en fait du coup je suis vraiment dans la nature, c'est chouette, etc. Alors qu'en fait évidemment que c'est énervant de passer 1 heure de RER à chaque fois que je fais quelque chose, et je suis née à Paris et j'adore ça, mais en fait je finis vraiment par me convaincre que pour rien au monde je reviendrai, ce qui est je pense complètement faux, mais pourtant je le ressens vraiment, et c'est assez perturbant de se rendre compte de ça. Ce qui est intéressant, c'est l'effet que produit la lecture de Bourdieu. En fait, lui-même en parle de cette sorte de révélation, c'est tout au début de la distinction. Il est peu de cas où la sociologie ressemble autant à une psychanalyse sociale que lorsqu'elle s'affronte à un objet comme le goût, un des enjeux les plus vitaux de la lutte dont le champ de la classe dominante et le champ de la production culturelle sont le lieu. Pas seulement parce que le jugement de goût est la manifestation suprême du discernement qui, réconciliant l'entendement et la sensibilité, le pédant qui comprend sans ressentir et le mondain qui jouit sans comprendre, définit l'homme accompli. Pas seulement parce que toutes les bienséances désignent d'avance le projet de définir cet indéfinissable comme une manifestation évidente du philistinisme. La bienséance universitaire qui, de Riegel et Wölfflin à Élifort et Henri Faucillon et des commentateurs les plus scolaires des classiques aux sémiologues d'avant-garde, impose une lecture formaliste de l'œuvre d'art aussi bien que la bienséance mondaine qui, faisant du goût un des indices les plus sûrs de la vraie noblesse, ne peut concevoir qu'on le rapporte à autre chose qu'à lui-même.
Alors, j'ai 2 questions très précises sur D'accord. cet extrait. Il y a la question que j'introduisais un petit peu avant sur l'effet de révélation. Oui. Et vous en parliez, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et c'est ça que vous mettez en scène dans la bande dessinée avec les personnages très divers de toutes les classes sociales, en tout cas de beaucoup de classes sociales. Une révélation qui s'apparente à une psychanalyse, vraiment aussi pour vous ? Psychanalyse, je maîtrise pas le mot, donc moi je dis ça, mais c'est pas très scientifique. C'est juste que je trouve qu'en fait, on vit tous dans des milieux sociaux très homogènes, et en fait, on se rend pas du tout compte de ce que vivent les autres. Et Bernard Lahire, dans Enfance de classe, il dit ça, il dit les enfants, ils vivent dans la même société, mais en réalité, c'est pas du tout la même société. Et parfois, on est à côté et on se rend pas compte du gouffre qu'il y a entre des systèmes de valeurs. Et on ne se rend pas compte qu'on est soi-même dans un milieu qui nous incite à penser, à voir, à se regarder soi-même d'une certaine façon. Exactement, en fait, on a un système de valeurs qui est très précis, on connaît que lui, et le moment où on fait un dézoom et on se voit de l'extérieur, où on voit d'autres gens de l'extérieur, c'est vraiment perturbant, et c'est une forme de psychanalyse, bon, psychanalyse, je dis ce mot, mais qui est différente en fonction des milieux dont on vient, j'imagine, mais du coup, par exemple, moi, en étant dans un milieu bourgeois, je me suis rendu compte que tout ce que je croyais venir de moi était vraiment lié à mon parcours de classe. Et c'est dérangeant de se dire qu'il y a des choses dont je pouvais être fière, ou en fait, quand je fais mon histoire sociale, c'est plus du tout la même histoire. C'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que quand on a eu beaucoup de chance au départ, il faudrait se sentir coupable ? Coupable, je sais pas si c'est le mot. Moi, je sens que c'est pas normal, en fait, qu'il y ait une telle disproportion entre les capacités qui sont données aux gens. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que j'ai envie de le dire. C'est plus qu'aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais. J'ai l'impression que j'ai un bon niveau dans mon travail, etc. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup dû au fait qu'on m'a donné 10 ans après le bac pour me cultiver en me souciant pas de l'argent, en faisant des voyages, en lisant beaucoup de choses, etc. Et donc du coup, c'est juste de se rendre compte que on nous a vraiment... Quand on a misé beaucoup d'argent sur quelqu'un, c'est normal qu'il arrive à un certain endroit, mais que ce serait impossible si on n'avait pas eu ça. Et juste au-delà de la culpabilité, de se dire c'est incroyable d'avoir des privilèges. Ouais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on se dit j'ai des privilèges, il suffit pas de dire j'ai des privilèges. En fait, c'est vraiment que ça donne envie de changer ce système, parce que c'est vraiment dérangeant de se dire c'est génial, et effectivement j'ai énormément de chance, de temps et d'argent qui m'ont été donnés. En fait, on peut pas s'arrêter à cette constatation. Il y a quelque chose qui est vraiment trop problématique. Et moi, ce que je voulais déclencher dans cette BD sur cet univers, c'est que je pense que c'est important que les gens se rendent compte qu'ils sont... je sais pas comment expliquer ça, c'est hyper dur. Mais allez-y, on a un peu de temps. D'accord. En fait, il y a beaucoup de gens dans cet univers qui savent faire beaucoup de choses, qui savent jouer des instruments de musique, qui savent dessiner super bien, qui ont une culture forte, qui savent faire des sports à un niveau élevé. Et du coup, c'est vrai que quand... on vient de là, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire qui nous permettent d'avoir une fierté sur beaucoup d'aspects. Dans l'univers de la grande bourgeoisie. Ouais. Et en fait, cette fierté, c'est difficile de se rendre compte que, en fait, qu'on mélange nos dispositions naturelles avec des caractéristiques sociales. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire, c'est des qualités qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas vécu dans cet univers. Et moi, c'est sûr que si j'avais vécu ailleurs, je ferais pas de bande dessinée aujourd'hui. Parce que c'est un univers trop précaire pour que je me sois dit c'est d'accord de vivre avec 900 € par mois si j'avais pas une famille derrière où je sais qu'au moindre problème je peux les appeler. C'est évident que j'aurais pas fait une thèse non financée, que j'aurais pas fait des voyages comme ça sans but. C'est évident que j'aurais pas dit après une thèse ratée que j'ai abandonnée en cours de route que maintenant j'allais faire de la bande dessinée en fait, alors que je savais pas dessiner en fait. C'est quelque chose qu'il est impossible de faire si on vient pas de cet univers. Et donc du coup, en fait, je trouve qu'il y a une disproportion assez forte entre les discours qu'on entend, qui sont Tiphaine, elle a appris le dessin toute seule, et donc aujourd'hui, elle a réussi à faire de la bande dessinée et à faire un best-seller avec sa première BD, etc. Ça donne l'impression que j'avais des qualités de scénariste ou de dessinatrice un peu innées, vraiment fortes, et qu'en fait, après avoir un peu erré, finalement, j'ai trouvé ma voie. Et en fait, c'est génial de se dire que quand on fait cette histoire sociale, j'ai erré pendant 10 ans comme une nouille, j'étais bonne à l'école sans être excellente, et qu'en fait, on m'a laissé un tel boulevard pour pouvoir chercher ma voie, trouver quoi faire et la travailler, que du coup, c'est évident qu'à la fin, j'allais trouver un endroit où j'allais me trouver bien. Mais c'était quand même 10 ans de liberté extrême. Ça, c'est une vraie question d'éducation. Alors, j'avais dit que j'avais 2 questions au sujet de l'extrait. La deuxième question, c'est que c'est hyper dur à lire, la distinction.
le livre, qui fait presque 600 pages. Il y a les notes après. Quand on le lit à voix haute, comme je l'ai fait pour l'extrait, on est assez facilement perdu dans ces phrases. Pourquoi construire une fiction autour d'un livre que très peu de gens, à mon avis, peuvent lire, en tout cas in extenso? Justement, parce qu'en fait, c'est pas possible à lire si on n'a pas fait 50 ans d'études. Et du coup, je pense qu'en fait, ce qui est bizarre avec ce livre, c'est que les gens qui en auraient le plus besoin, ce seraient justement les gens qui sont pas capables de le lire, parce qu'il y a une vraie force émancipatrice dedans. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Bourdieu de bloquer des gens dans des cases et de dire votre destin vous amène ici et vous pouvez pas bouger. Et moi, ça me fait vraiment l'effet inverse, c'est que je pense que quand on dit les choses, justement, on casse la fiction utile de la méritocratie. Ça permet aux gens de se dire mes goûts sont pas plus idiots que ceux des autres, mon système de valeurs est pas plus idiot que ceux des autres, mais si je veux pouvoir circuler dans l'espace social, il faut que je connaisse les systèmes de valeurs des autres sans être impressionné par eux. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important que les gens puissent se rendre compte de ça. Sachant que la distinction, au-delà du fait que c'est vraiment très dur à lire, en fait, moi, j'ai pu le lire parce qu'il y a plein de passages que je comprenais pas. Mais comme j'ai fait une thèse, j'ai commencé une thèse, je suis habituée au fait qu'on peut sauter des passages. C'est pas grave, en fait, il faut pas sacraliser les auteurs ou même les gens comme Bourdieu. Et du coup, ça me pose aucun problème de me dire, là, il y a 20 pages, j'ai rien compris, mais je vais pas retourner en arrière parce que de toute façon, le bouquin fait 600 et je peux pas tout raconter dans une bande dessinée. Et j'ai l'impression que ça, c'est important, et c'est un truc que Bourdieu dit d'ailleurs, c'est que être cultivé, c'est savoir que on sait pas tout et qu'on peut l'assumer et qu'on doit faire confiance, on doit être sa propre norme. Et en fait, faire partie des classes dominantes, c'est être sa propre norme. Et quand on a fait beaucoup d'études, il n'y a aucun problème à se dire « j'ai rien compris ». On se dit pas « je suis débile », on se dit juste « ah, c'est jargonnant, j'en pouvais plus ». Donc du coup, je suis allée directement à l'interview. Et ça, je pense que quand on n'a pas fait ces études-là, on a l'impression d'être débile au bout de 2 pages et on se dit « c'est impossible pour moi, je suis pas le public ». Alors que c'est vraiment pas le problème, en fait, c'est difficile pour tout le monde. Et ça, c'est raconté d'une toute autre manière dans la bande dessinée, mais je vais pas le révéler aux auditeurs. Alors pourquoi je choisis une valse de Strauss? C'est parce que Bourdieu, dans La Distinction, raconte à quel point ce type de musique classique est un marqueur des goûts des classes populaires. Alors il y a des gens, une catégorie qui prend un petit peu cher, je trouve, dans la BD, mais vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Ce sont les petits bourgeois, caractérisés justement pour leur petitesse. Un extrait de cette distinction en bande dessinée. Tu veux venir pour choisir ta moquette? Oh non, choisis toi-même, j'ai pas trop envie de venir. Ah non, les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Tu veux une moquette, tu viens. Si tu veux, tu pourras lire dans la voiture. Ok. Bon, je vous lis un passage à haute voix parce que je suis justement à un passage qui me fait penser à vous. C'est sur les petits bourgeois. Tout le rapport à la culture de la petite bourgeoisie peut se déduire de l'écart entre la connaissance et la reconnaissance, principe de la bonne volonté culturelle. Le petit bourgeois est révérence envers la culture. Cette révérence indifférenciée, mêlant l'avidité et l'anxiété, porte à prendre l'opérette pour la grande musique,
la vulgarisation pour la science, le simili pour l'authentique. Bon, lis dans ta tête parce qu'on doit discuter de nos achats avec papa. Alors, j'ai déjà un peu regardé, Amour. Il y a 2 trucs que j'aime bien pour le carrelage. Soit c'est le 25B effet terre cuite, soit le 32C imitation marbre rose. Ah oui, le marbre rose, c'est sympa. C'est hyper bien fait, on dirait vraiment du vrai. 32,47 €. Ah, trop marrant, il y a un passage qui parle exactement de ce que vous êtes en train de dire. La consommation du simili est une sorte de bluff inconscient qui trompe surtout le bluffeur, premier intéressé à prendre la copie pour l'original et le toc pour l'authentique. Un grand merci à Ronan Rivière pour cette lecture. Alors c'est très dur pour les parents de cette adolescente de s'entendre presque jugés, en tout cas de voir leur vie commentée. Et évidemment, c'est très drôle parce que là, c'est tout à fait à propos, ce goût pour la copie, par exemple, qu'auraient les petits bourgeois. C'était intéressant pour vous de parler d'adolescents, parce que ça aussi le sujet, c'est comment on juge aussi ses parents à l'adolescence, et ça, on l'a tous fait. Oui, pas seulement parce qu'on juge ses parents à l'adolescence, mais parce que je trouve ça intéressant de savoir que, du coup, comme on voit les parents avec l'adolescent, on sait que ces parents-là ont été eux-mêmes adolescents face à leurs parents. Et donc, du coup, on voit dans quel univers ils ont grandi et pourquoi est-ce qu'ils finissent par être ces parents-là aujourd'hui et quel est leur système de valeurs à cet endroit-là. Et il y a une autre famille de petits bourgeois que j'ai dessinée, dans lesquelles la mère explique à sa fille que médecine c'est un peu compliqué et qu'elle a aucune chance, et que du coup il vaudrait mieux viser infirmière. Et en fait, du coup, quand on voit la mère, c'est vraiment dérangeant. On a envie de lui dire comment tu peux dire ça. En fait, et on comprend en la voyant comme ça que elle-même, elle a été avec des parents qui lui ont dit il faut que tu vises en fonction de tes capacités, ça sert à rien de voir trop haut, il faut pas se fatiguer, etc. Et donc du coup, j'aimais bien me dire ces parents qu'on va juger forcément de l'extérieur. Voilà exactement ce qu'on leur a dit quand ils avaient cet âge-là. Mais comme on voit l'adolescent, on se dit que lui, parce qu'il est en classe avec dans un univers ouvert, il peut s'en sortir quand même. Mais je trouve que ça permettait de montrer les deux voies possibles, que d'un côté on peut se faire éteindre et de l'autre on peut réagir, mais c'est compliqué. Et donc c'est vraiment un livre, je parle du vôtre, oui, sur l'éducation, c'est-à-dire ce que peut produire le fait de savoir quelque chose, qu'il y a des classes sociales, par exemple, que les goûts et les dégoûts les définissent et que ça finit par avoir un très grand impact sur notre vie, les choix qu'on fait, les choix de vie, par exemple, son travail ou avec qui on va être en couple. Oui, en fait, j'ai l'impression que la méritocratie, c'est ce que dit Nicolas Duvaux, quelqu'un qui a sorti un livre récemment, qui dit que la méritocratie, c'est une fiction utile parce qu'elle permet à chaque personne de penser qu'il peut arriver à changer de classe sociale, à avoir n'importe quel travail. Mais c'est aussi castrateur. Parce que si on réussit pas... on a l'impression que c'est parce qu'on est défectueux, parce que on n'est pas capable de fournir le travail qu'il faut ou qu'on n'a pas l'intelligence nécessaire. Et en fait, j'ai l'impression que sur ce point-là particulièrement, quand on est au courant des concepts de la distinction, on sait que il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les différents systèmes de valeurs. Tout le jeu, c'est de les connaître pour les manipuler et jouer avec. Mais en fait, quand on les connaît pas, on les subit. Et si on les subit, on est assigné à la place à laquelle on était, puisqu'on n'est pas capable de jouer avec. Et je pense que c'est vraiment cette idée de manipulation des systèmes de valeurs qui est importante, de se dire si je vais dans tel univers, il faudra que je sois habillée comme ça. Et en fait, c'est important de le faire. Si on sait pas le faire, on va se sentir en décalage, les gens vont avoir une image qui est pas celle qu'on voulait renvoyer. En fait, contrôler l'image qu'on renvoie, c'est quelque chose qui est important. Savoir comment on parle dans tel univers, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, pour moi, c'est ça la force émancipatrice de ce livre, c'est que ça permet de voir tout ça comme un grand jeu social avec lequel on peut jouer. C'est pas autre chose que ça, en fait. Pour pas se sentir comme un groupe de chips dans une boîte de macarons. C'est un extrait d'un dialogue, c'est dans un échange entre des adolescents, des élèves dans cette bande dessinée La Distinction, donc librement inspirée de La Distinction de Pierre Bourdieu, publiée chez La Découverte Delcourt. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est la rencontre qui est peut-être plus probable dans un monde adolescent, une rencontre autour de goûts communs, par exemple, entre un adolescent d'un milieu très populaire et une autre qui vient de la grande bourgeoisie, mais ils ont un goût commun autour de l'art,
justement, à la fois le dessin et puis la musique, la culture jeune, on l'a un peu dit, mais ça permet de se rencontrer. Et finalement, parce qu'ils viennent de milieux qui sont un petit peu à l'opposé, on a l'impression qu'ils ont plus de liberté que ceux qui sont de la classe moyenne, ces adolescents, donc de milieux populaires et de milieux très bourgeois. Ouais, en fait, Bourdieu, il parle beaucoup de ça, que les classes populaires et les classes dominantes ont beaucoup de points en commun. Et au milieu, la petite bourgeoisie est très différente. En fait, c'est par exemple, dans les classes dominantes, les gens ont beaucoup d'enfants parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'enfants financièrement. Et dans les classes populaires, les gens ont beaucoup d'enfants parce que d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas de stratégie pour sortir de leur classe sociale. Et donc, du coup, puisqu'ils subissent le fait d'être dans la classe populaire et de ne pas pouvoir en sortir, en fait, ils peuvent se permettre d'avoir plein d'enfants et de tout miser sur le présent, dans lequel ils sont en général bloqués d'ailleurs. Parce que, de toute façon, ils vont probablement pas pouvoir monter dans la société. Alors que les classes moyennes, elles ont une vraie stratégie de conversion. C'est possible pour elles de passer dans le milieu du dessus, mais ça implique toujours des privations. Donc en fait, il rit beaucoup, lui, sur le fait que dès qu'ils veulent faire quelque chose, il va falloir qu'ils se privent ailleurs. Et donc, du coup, il dit tout leur univers est petit, parce que c'est comme s'ils devaient passer par une toute petite porte et qu'ils misaient toujours sur la génération d'après, par exemple, où il y avait toujours un calcul à 3 générations ou à 10 ans. Enfin, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, de préparation. Et donc, du coup, ils perdent en spontanéité, en capacité à se faire confiance. Et ils essayent de fonctionner en fonction d'une norme qui n'est pas la leur. Pour lui, du coup, la différence entre les classes populaires et les classes dominantes d'un côté et les classes moyennes de l'autre, c'est que les deux premières, en fait, les classes populaires, elles peuvent se dire, quand je vois une pièce de théâtre où je comprends rien, ils peuvent rire, se moquer de ça, dire mais c'est n'importe quoi, en fait, j'ai l'impression que le metteur en scène s'est foutu de ma gueule. Et les classes dominantes, ils peuvent se dire hyper ennuyeux, vraiment, mais alors, aucun sens, c'est vraiment théâtre expérimental, ils détestent ça et surtout n'y va pas. Mais au milieu, les petits bourgeois, ils sont dans une stratégie de conquête et donc du coup ils se disent bon, si j'ai pas compris, alors que c'est un truc très avant-gardiste dont tout le monde parle, c'est forcément que c'est moi qui ai pas la culture, et donc du coup ils vont travailler la brochure, ils vont essayer de comprendre, ils vont avoir beaucoup plus de mal à assumer leur dégoût. Et en fait, cette chose-là rend les deux autres beaucoup plus libres, parce qu'il y a une espèce de prolificité dans le bas et le haut de la société que ne peut surtout pas se permettre le petit bourgeois. Et du coup, je trouve qu'au final, c'est vrai que c'est le milieu où on a le moins envie d'être, parce que c'est celui qui vit pas en fonction de ses normes à lui. Bon, après, on peut tout de même... c'est pas très sociologique ce que je vais dire, mais... se libérer de ça, c'est pas exclu. Et d'ailleurs, il y a une adolescente dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir, puisque pour le moment, elle est encore au lycée, mais qui va peut-être avoir ce destin. Mais je reviens à ma question, Tiffaine Rivière. Donc, ces adolescents qui se rencontrent et qui viennent l'un d'un milieu très populaire et l'autre de la grande bourgeoisie, et qui sortent ensemble, et qui ont des échanges, et qui vont dans la famille l'un de l'autre. Il y a cet adolescent populaire qui va dans cette maison de campagne, qui découvre même qu'on peut avoir plusieurs maisons et qu'on circule entre différents domiciles et qui discute aussi avec la famille de sa petite amie. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Pour moi, c'est le genre de rencontre qu'on peut éventuellement faire à l'adolescence, même si je ne pense pas que ce soit ce qui domine. Pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire dans l'histoire, qui est aussi une histoire d'amour ? Une histoire d'amour, au départ, c'est parce que je me suis dit, je voudrais que ce soit lisible par des gens qui ont 15 ans. Et en fait, le cœur de quelqu'un de 15 ans, c'est rencontrer quelqu'un, avoir des histoires d'amour et tout ça. Et donc, du coup, c'est un moteur qui est important. Aussi parce que quand on a 15 ans, en fait, on a une force de vie et un désir de s'affirmer qui fait qu'on peut justement aller à des endroits où on nous attendait pas. Mais du coup, dans cette histoire, je trouvais intéressant que les deux, un peu pour s'opposer à leurs parents, peuvent se rencontrer autour du graffiti et de ce qu'ils vont faire en art. Mais après, en fait, il y a beaucoup de choses dans cette BD que j'ai faites parce que je me disais, ce serait bien... Ça peut fonctionner comme ça, mais c'est très rare. Ça veut dire que là, par exemple, donc ce garçon des classes populaires, il est très bien accueilli dans la famille de cette grande bourgeoise. Et en fait, c'est possible, il y a des gens qui sont comme ça, mais je pense que ce serait vraiment pas la norme. Et moi, je trouvais intéressant de me dire que les personnages sont tous des gens avec leurs défauts et qui peuvent faire rire sur beaucoup de choses, mais qu'en fait, ce soit des gens qui, au final, ont toujours quelque chose de sympathique, où on peut être impressionné par eux ou admirer certaines manières d'être qu'ils ont, et que du coup, on voit ce qui se passe quand les gens ouvrent la porte. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est qu'il ouvre la porte toute grande, la famille est intéressée par lui, etc. Mais en fait, on se rend compte que c'est toujours parce que ils savent que c'est comme une expérience enrichissante pour eux, mais qu'au final, il va partir. Parce que
il va pas réussir à avoir une trajectoire qui fait qu'il va être intéressant pour cette fille dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que elle va aller faire des voyages au bout du monde, elle va faire des études, rencontrer plein de gens. Là, ils ont 17 ans, donc qui s'amusent. Mais je trouvais ça presque plus violent, en fait, de montrer ça. Et je pense que c'est vrai. On peut ouvrir la porte, mais c'est pas pareil quand c'est une expérience rigolote pour que elle apprenne à découvrir d'autres choses et que ça l'ouvre et c'est pas une béni oui et non. Quand on sait que c'est juste une petite parenthèse et qu'après, la vie va revenir à sa norme et que probablement elle épousera un grand bourgeois derrière. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Pavé, il fallait un morceau sorti en octobre 2023, conseillé par des élèves de 3e. Je suis pas très forte en rap français contemporain. En revanche, je prépare mes émissions en lisant pas mal et je lisais un texte sur le hip-hop, légitimité et authenticité du hip-hop, rapports sociaux, espace et temporalité de musique en recomposition. C'est signé Séverin Guillard et Marie Sonnette. Ce sont donc des sociologues qui parlent de ce modèle bourdieusien de légitimité culturelle. C'est le sujet de cette émission, sur la distinction, à la fois le livre, mais surtout la BD que vous venez de publier, Tiffaine Rivière, et du fait que Bourdieu tient assez peu compte des évolutions des pratiques culturelles à la fin du XXe siècle, et donc je pense par extension aussi au XXIe siècle. D'autres sociologues en ont parlé dans la suite de Bourdieu, je pense à Philippe Coulangeon. Et donc, Séverin Guillard et Marie Sonnette écrivent « Un genre populaire peut obtenir des profits de légitimité en séduisant une fraction des publics bourgeois sans pour autant devenir savant ». Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que vous avez fait se réunir ces personnages de milieu populaire et de milieu plus bourgeois autour du graphe et du hip-hop. Il y a quelque chose de très fort dans la culture adolescente. Ouais, complètement. La culture adolescente, en fait, elle permet aux gens de se construire contre leurs parents avec une identité qui est une identité de génération. Donc du coup, elle sort un peu des cadres habituels. Mais la chose qui est quand même marquante là-dessus, c'est qu'il y a des groupes sociaux qui vont avoir une culture omnivore. Ça veut dire qu'ils connaissent ça, mais ils connaissent aussi
la musique classique, ils connaissent aussi beaucoup de choses. Dans des groupes sociaux, les groupes sociaux populaires, ils vont connaître un style de musique et être beaucoup plus réduits dans la palette de choses qu'ils connaissent. Et donc du coup, ça revient toujours à cette histoire de s'encanailler en fait. Ça veut dire qu'en gros, il y a des univers qui peuvent arriver dans ceux des autres, prendre quelque chose et en ressortir. Ça les réduit pas à ça. Mais vous pensez pas que les exemples que prend Bourdieu dans sa distinction de 1979 sont un peu datés? Si. Parce que finalement, aujourd'hui, même dans les classes cultivées, même chez, je sais pas, les producteurs et productrices de France Culture, par exemple, non seulement on écoute du hip-hop, mais en plus, on ne connaît pas forcément si bien que ça la musique classique, la culture classique. Maintenant, on ose dire à l'antenne, parfois chez mes collègues, et je dirais pas qui, et je dirais pas quoi, qu'on n'a pas lu tel ou tel livre. On a fait toute une série sur Proust, et ça a été aussi une forme de révélateur sur qui avait lu, et non pas relu, la recherche en entier ou non, et des producteurs et productrices l'ont dit à l'antenne. Ça change. La société a vachement bougé depuis 79. Complètement. Moi, je connais pas la moitié des références qu'ils donnent dans la distinction. En fait, je connais plus les musiques dont ils parlent. Je vois vraiment pas de quoi ils parlent, donc je comprends ce que ça veut dire quand je le lis. Mais effectivement, en fait, moi, mon impression, c'est que aujourd'hui, c'est bien vu aussi de pas connaître la culture classique. En fait, on a toujours l'air un peu idiot d'être fan de musique classique. C'est quelque chose qui est plutôt mal vu. Je suis pas sûre que ce soit si élégant que ça de dire qu'on passe tous ces samedis à l'opéra aujourd'hui. Il y a une montée de la culture populaire qui est très forte. Après, du coup, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle 30 ans après les distinctions que je vous invite à aller lire. Parce que du coup, il raconte toutes les évolutions qu'il y a eu dans la société depuis Bourdieu, en utilisant justement ces concepts de base et pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent aux États-Unis. Est-ce que c'est franco-français? Est-ce qu'ils fonctionnent ailleurs? Comment et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais du coup, là-dessus, je me sens pas vraiment de développer parce que j'ai l'impression que je pourrais que vous dire quelque chose de Café du commerce, alors que c'est vraiment il y a beaucoup de choses à dire qui ont été dites par d'autres gens, particulièrement dans ce livre. Et l'évolution des goûts dans la société, ouais. ça s'étudie également. Il y a dans la culture, évidemment, une dimension profondément scolaire. Est-ce qu'on a à la maison la culture de l'école ou non? Ça, évidemment, Bourdieu a beaucoup écrit là-dessus. Je vais pas le paraphraser, je vais plutôt parler de votre bande dessinée, Tiphaine Rivière. Il y a une toute petite scène avec des enfants. On voit pas beaucoup d'enfants, en fait. On voit des ados, mais on voit pas beaucoup d'enfants. Avec donc deux élèves dans deux familles très différentes qui reviennent de l'école où on leur a parlé du mythe de Prométhée. Ce mythe, il le raconte avec des petits mots d'enfants. Et d'un côté, une grand-mère donne des précisions. Ah oui, le mont Caucase, et puis ce qui se passe après, puis elle lui propose d'aller chercher un livre pour enfants, justement, un pop-up où on raconte la mythologie, quand dans une autre famille, on lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'est horrible, c'est hyper sanglant, on lui mange le foie, mais tous les jours, mais quelle horreur !» Bref, c'est aussi important de parler de ça. Ça n'a pas une grande place dans le livre. Pourtant, la culture légitime, ça commence dès la maternelle. Ouais, pour moi, c'est une des choses les plus importantes à dire là-dessus. Vraiment, je reviens tout le temps sur ce livre, mais Enfance de classe que j'ai lu depuis, il raconte ça vraiment de façon extraordinaire parce qu'il fait l'interview de tous les enfants de 5 ans, de la famille de Rome où ils sont à 5 dans une voiture à Valentine, 40 000 € par mois dans le 16e. Et ça me marque quand vous dites ça, que vous disiez qu'est-ce que ça nous permet de changer quand on nous apprend quelque chose là-dessus. Moi, depuis que j'ai conscience de ça, j'éduque plus du tout mes enfants pareil, alors que du coup, je viens d'un milieu où il y a un capital culturel fort, puisque voilà. Vous l'avez dit avant dans l'émission, voilà. Dans le milieu très bourgeois. Mais ça veut dire que depuis que j'ai conscience de ça, en fait, quand ils regardent Pas de patrouille, par exemple, je vais leur demander de me résumer l'épisode après pour qu'ils aient le droit de voir celui d'après. Et il y a plein de choses où, spontanément, je n'aurais pas pensé à faire ça. Mais maintenant, je sais que les exigences de l'école, c'est par exemple d'être capable de résumer quelque chose. C'est être capable de dire qui est le héros, est-ce qu'il y a une crise, etc. Et une fois qu'on s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est ça qu'on va lui demander, c'est très facile de les faire travailler simplement sans aucun effort. Mais si on le sait pas, c'est impossible de l'improviser, en fait. Et moi, depuis que je fais ça, j'arrête pas d'y penser et de mettre des stratégies en place pour eux. Je peux pas m'en empêcher, en fait, alors que je me dis, ils sont déjà bien partis et tout ça, mais je sais pas,
une manière de les armer encore plus. Mais même pour la sans réussite scolaire. Pour la réussite scolaire, parce que du coup, en fait, on sait tous très bien que quand on est bon à l'école, quand c'est facile de faire les exercices qu'on nous donne, c'est quelque chose qui rend heureux et confiant en soi à tous les niveaux. En fait, ça veut dire que quand on a un enfant pour qui c'est simple d'écrire, de faire une dictée, de raconter quelque chose, du coup, il prend plaisir à le faire, du coup, il a envie d'apprendre, et du coup, c'est une spirale vraiment bénéfique. Mais même quand on n'a pas conscience de ça, parce que je pense que mes parents à moi, ils n'avaient pas forcément l'idée de ça, en fait, c'est vrai que spontanément, on était tout le temps en train de parler d'histoire pendant les dîners de famille ou de ce qui se passait en politique, où on s'expliquait les choses. On a fait des voyages où du coup on regardait où est-ce que c'était dans le monde, c'était quoi leur histoire. Et en fait, c'est plein de choses. Rien qu'un voyage, par exemple, ça fait que on va s'intéresser à la géographie et à l'histoire d'une façon complètement différente, parce que quand on a été quelque part et qu'on a pu prendre l'avion pour y aller, du coup c'est concret, c'est intéressant, c'est très facile d'avoir cette culture-là. Alors qu'en fait, l'apprendre chez soi sans aucune raison parce que c'est le cours de géographie, c'est vraiment pas la même histoire. En fait, c'est beaucoup plus difficile. Tiffaine Rivière, c'est très intéressant que vous ayez parlé de vos enfants, parce que j'avais prévu de vous demander de le faire. Ce que je note, c'est que entre la génération de vos parents et la vôtre en tant que parents, il y a quelque chose qui a évolué dans le rapport à l'école. Vous êtes dans l'idée qu'il y a une reconversion de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire même regarder Patrouille, qu'on peut en faire quelque chose en direction de l'école, et vous y pensez consciemment. Oui, mais j'y pense consciemment aussi parce que je viens de travailler sur Bourdieu pendant 2 ans en fait. Moi, j'y pense consciemment, mais la majorité des gens, inconsciemment, ils le font tout le temps. Et en fait, c'est ce que dit Bourdieu. Ça veut dire que même sans s'en rendre compte, en fait, quand on a fait beaucoup d'études, on sait exactement ce qui va être demandé. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, c'est que je voyais un adolescent qui voulait passer Sciences Po. Et là, il y a un adulte qui lui a dit en fait, maintenant, Sciences Po, c'est sur concours. C'est sur un oral majoritairement. Donc, du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ils vont chercher des gens qui ont un dossier saillant. Donc, il faut que n'importe quoi, tu as fait la fanfare du village de tes grands-parents, tu fais du jeu de rôle avec des copains, tu as fait des maraudes pour donner à manger à des SDF, ce que tu veux. Mais il faut que tu mettes dans ton dossier quelque chose qui donne l'impression que tu entreprends des choses, que tu es curieux, etc. Et en fait, du coup, il lui donnait des armes hyper forte, parce qu'en fait, le savoir, se dire c'est ok la fanfare de chez tes grands-parents, se dire même si t'as fait un truc qui a l'air un peu nul, voilà comment tu vas faire pour que ce soit une ligne sur ton CV qui fait que tu vas passer la rampe et que c'est toi qu'on va prendre et pas le type d'à côté qui a même pas pensé à dire qu'il faisait de la clarinette à la fête du village en fait. C'est énorme en fait, c'est plein de détails comme ça mis bout à bout où en fait on s'en rend pas compte, mais c'est là tout le temps. Mais à chaque fois, ça a l'air de rien. Et en fait, c'est pour ça que Bourdieu, c'est difficile à raconter. Il y a plein de gens qui ont fait des émissions dessus en disant ouais, c'est difficile de raconter ces concepts-là parce qu'ils sont poreux, parce que c'est une multitude de toutes petites choses qui, mises bout à bout, sont très très signifiantes. Mais en fait, quand on les prend chacune séparément, on se dit mais c'est pas important en fait. Ça c'est un détail, c'est pas un marqueur social qui transforme quoi que ce soit. Et en réalité, si. Ça, la bande dessinée et le fait d'écrire une histoire, ça permet de le faire parce que on peut mettre beaucoup de détails. Ouais, je pense. En fait, la bande dessinée, ça appauvrit beaucoup les propos quand on veut adapter quelque chose, parce que 300 pages de BD ou 300 pages de livres, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, on perd beaucoup en concept. Mais précisément pour la sociologie sur les classes sociales, moi je trouvais ça vraiment intéressant de se dire que le moindre décor, en fait en BD on est obligé de dessiner un peu tout ce qu'il va y avoir autour des gens. Donc le moindre bouton de chemise, le vase sur la cheminée, comment c'est décoré chez les gens, tout est signifiant. Et donc du coup on peut dire beaucoup plus de choses parce que finalement on se rend compte en voyant les milieux juxtaposés. Quand on en voit qu'un tout seul on se rend pas compte, mais quand on les voit juxtaposés, en fait ça saute aux yeux que c'est tous ces détails qui font qu'ils vivent dans des mondes complètement différents. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de détails dans les bandes dessinées qu'on aime bien en lire quand on est petit, ouais. et qu'on relit, par exemple les Schtroumpfs dont on a parlé tout à l'heure, une BD très très différente de celle que vous publiez, Tiffaine Rivière. Est-ce qu'on vit pas dans une société un peu trop consciente de ces distinctions? Et cette question, je vous la pose en tant qu'autrice, en tant qu'artiste aussi, en tant que mère peut-être également. Une société où on n'a pas d'insouciance par rapport à ça, où on est très inquiet de son avenir. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est assez compliqué de se dire que aujourd'hui, il suffira pas d'avoir des diplômes, par exemple, pour rentrer dans le monde du travail, trouver un métier intéressant. En fait, il y a une contraction qui est vraiment angoissante. On ne sait même pas quels seront les métiers de demain. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui fait qu'on est tous un peu inquiets, c'est que
on ne sait pas quelles sont les capacités qu'on doit donner à la génération d'après. Et c'est vrai qu'on est une génération ultra consciente parce que je pense que nos parents se sont pas du tout posé la question, en fait. Les parents des années 80, dans tous les domaines de la vie, en fait, ils se disaient on a toujours fait comme ça et c'est très bien. Mais aujourd'hui, comme on est dans une société qui est en contraction et qui change, j'ai l'impression qu'on se dit tous il va falloir qu'ils sachent faire un certain nombre de trucs, mais on ne sait pas quoi. Et donc, du coup, envoie tout ce que tu peux pour qu'ils soient prêts à l'arrivée à faire ce qu'il faut. Mais peut-être aussi parce qu'on est une génération très inquiète où en fait on nous met tellement au courant de tout qu'on n'arrive plus à se dire ça s'est toujours fait comme ça et fais confiance à l'avenir et aux enfants et blablabla. Tu sais pas. Du coup, il y a des petites blagues aussi dans la BD pour détendre un peu l'atmosphère, les personnages, les petits hasards, les réflexions qui se font, comment ils les prennent. C'est important de mettre de l'humour. Oui. C'est moins drôle que Carnet de thèse. Carnet de thèse, c'est très très drôle. On voit votre patte. En fait, je pouvais pas faire que des grosses caricatures. Dans le Carnet de thèse, je fais des énormes caricatures. Et donc, du coup, c'est facile d'être drôle. Et là, je fais des caricatures, mais moins poussées parce que je dois faire des personnages quand même qui sont relativement réalistes. Mais c'est un truc dont Bourdieu parle. D'ailleurs, justement, il dit que les bourgeois, ils ont toujours peur d'avoir l'air trop sérieux. Qu'il faut divertir, en fait, on est là, et si on est trop sérieux, on est chiant. Et moi, j'ai ça vraiment aiguillé en moi, ça veut dire que j'ai voulu faire une bande dessinée où on ouvre à la page 1 et on arrive à la page 300 sans qu'il y ait trop de longueur ou que ce soit fluide. Et à chaque fois que je dis quelque chose qui est un peu plus compliqué, j'ai besoin de faire des personnages qui sont drôles ou qui sont légers derrière pour faire oublier ça. Tiphaine Rivière, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu rire comme initiative. Vous avez écrit un questionnaire sur la distinction à faire à plusieurs pour lancer des discussions avec plein de questions qu'on peut se poser entre amis. Est-ce que vous avez déjà eu honte de vos goûts, style vestimentaire, musique, nourriture, décoration, destination de vacances ? Quelle culture estimez-vous avoir ? Comment l'avez-vous acquise ? L'école vous a-t-elle permis de changer de classe sociale ? Vous avez parlé de ça avec vos amis ces 2 dernières années ? Oui, mes amis, les gens que je rencontrais, n'importe qui, dans un café, partout. Mais en fait, le problème de ce questionnaire, c'est que à la question 3, plus personne n'écoute les questions. En fait, ça fait vraiment partir... En fait, justement, en France, on est passionné par les problèmes de classe sociale. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'au bout de la question numéro 3, c'est parti dans des débats... éternel où tout le monde raconte sa vie et ses histoires personnelles. Et donc, du coup, j'aimais bien l'idée qu'en fait, c'était un questionnaire qu'on pouvait donner à n'importe qui. C'était sûr que ça finirait en une énorme discussion avec quiconque qu'on connaissait pas. Est-ce que ça permet de mieux se comprendre ? J'ai l'impression que c'est impossible de comprendre les autres milieux sociaux si on part pas de ça, en fait. Si ça permet de comprendre même, je sais pas, le rapport au temps. Qu'est-ce qui fait que on va être ponctuel, pas ponctuel, qu'on est capable de se projeter dans l'avenir ou pas. En fait, il y a plein de choses très intimes qui découlent de ça. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression, quand on se plonge dans la distinction, qu'on va regarder vraiment en détail ce qu'il raconte, il y a plein de choses qu'on voyait chez des amis, par exemple, où on se dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, ça, c'est caractéristique de ce milieu social, et je l'avais pas perçu comme tel. Et donc, du coup, ça fait voir les choses complètement différemment. Même, je sais pas, quelqu'un qui dit on va se voir, est-ce qu'on peut se voir mercredi, et qui va dire ouais on se capte, et en fait on sait que lui, en fait, ça sert à rien de lui dire mercredi, parce que si c'est dans une semaine, il va jamais avoir noté. Et ça change beaucoup de se dire c'est pas forcément une caractéristique de la personne, en fait c'est quelque chose qui est de tout un univers particulier. C'est assez déstabilisant, je trouve. Mais vous êtes pire que le pire des sociologues. Vous regardez le monde avec des lunettes sociologiques hyper précises, des lunettes, que dis-je, des loupes. Est-ce que vous avez parfois une certaine fatigue par rapport à ça ? C'est une question extrêmement sincère. Non, parce qu'en fait, là, c'était vraiment juste parce que j'avais besoin de trouver des personnages pour ma BD, en fait. Et du coup, comme c'est des personnages qui portaient des concepts, c'est un peu... j'avais pas envie de faire des personnages fantoches, et donc du coup, dès que je voyais quelqu'un, je me disais qui il est, comment il marche, comment il fonctionne, comment il pense, et tout ça dans tous les détails. Et du coup, ça m'intéressait pour ça, parce que j'allais réutiliser. Mais alors sinon, pas du tout, en fait. C'est un truc auquel personne ne fait ça tout le temps. C'est comme un psychanalyste qui serait en train de psychanalyser les gens autour de lui. Je crois pas du tout que ce soit le cas. Bon, je voulais rassurer un peu les auditeurs sur votre cas. Dans cette émission, je voulais aussi parler de la bande dessinée comme outil pédagogique. On l'a entendu, vous y croyez, Tiphaine Rivière, ça permet à l'aide d'histoire de faire passer des concepts, des idées, à tel point que la bande dessinée est aujourd'hui utilisée dans les classes de lycée.
Avec mes collègues de SES, on lance cette année la 5e édition des SES en bulle qui consiste à faire lire 5 bandes dessinées aux élèves sur des thématiques économiques, sociologiques et en sciences politiques et plutôt sous format de documentaire graphique. Tous les lundis, on a instauré avec les élèves un rituel d'échange de BD, l'objectif étant qu'ils lisent les 5 BD à leur rythme et d'ici le mois de mai. Et ils doivent tout au long de leur lecture compléter un carnet de lecture qu'ils s'approprient, où ils doivent faire le lien donc avec le programme de sciences économiques et sociales, et puis faire une illustration de leur choix pour illustrer la problématique générale de la BD. En SES, les bandes dessinées, elles servent de support pédagogique pour illustrer, mais aussi approfondir les notions vues en classe dans les chapitres du programme de sciences économiques et sociales de première principalement. Et on se sert également des bandes dessinées pour initier les élèves à la recherche, puisqu'on invite en fin d'année scolaire des chercheurs en lien avec les bandes dessinées à l'Université de Lille, où les élèves assistent à des conférences en lien donc avec les thématiques abordées. Benjamin Quénesson de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, qui parlait de son utilisation de la bande dessinée en cours. Tiffaine Rivière, vous qui publiez La distinction adaptée en bande dessinée, librement adaptée, dites-nous, votre vraie ambition, c'est d'être dans tous les CDI de tous les lycées, d'être lu par des classes de SES ? Ah bah oui, j'aimerais beaucoup, oui. Je pense que si jamais on commence à lire la bande dessinée à 15 ans, ça fait que peut-être plus tard, on arrivera à lire le livre quand on sera un petit peu plus armé. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit un support de discussion, même entre les gens, en fait, que du coup, comme j'ai dessiné plein de milieux sociaux, j'aimerais bien que les lycéens se disent moi, je suis qui, en fait, dans cette bande dessinée, et toi, t'es qui ? Et que du coup, ça permette de réfléchir à ça facilement. Est-ce que vous avez rencontré des chercheurs en sociologie ? Parce que là, Benjamin Quénesson raconte justement que les élèves vont pouvoir rencontrer des chercheurs et s'initier à la recherche. Vous avez parlé de Bernard Lahire. Enfance de classe, c'est un ouvrage extrêmement très important sur l'éducation, assez récent, on peut le préciser, 2020. Est-ce que vous lisez de la recherche actuelle en sociaux ? J'en lis, mais c'est vrai que je suis pas très pointue du tout en sociaux. Je pense que j'ai lu des ouvrages qui étaient très anciens, en fait, à chaque fois, comme Erving Goffman ou des gens comme ça. Donc du coup, naturellement, en fait, je lis pas du tout de sociologie. C'est juste que la distinction et enfance de classe, ça m'a beaucoup marqué. Mais non, sinon, pas tant. Et du coup, j'ai rencontré des spécialistes de Bourdieu qui ont relu la BD en cours de route. Mais j'ai pas une grosse culture en sociologie du tout. Est-ce que vous avez un intérêt spécifique pour l'éducation dans votre travail ? Est-ce que vous pensez que vous allez continuer sur ce thème ? J'aimerais bien, et surtout il y a quelqu'un qui s'appelle Ange Ansour qui a créé Les Saventuriers, c'est l'école par la recherche que vous-même vous connaissez bien, dont je trouve que le travail est vraiment très important, et j'aimerais bien, enfin je sais qu'elle voudra que je dessine un certain nombre de choses qu'elle fait, et je le ferai avec très grand plaisir, parce qu'en fait son but c'est de faire en sorte que les élèves apprennent en faisant directement de la recherche, et donc du coup c'est eux qui posent eux-mêmes des questions, qui cherchent à les résoudre, qui font des hypothèses et qui vont gérer la totalité du processus de recherche épaulés par des chercheurs. Et donc du coup elle fait elle fait carrément des stages sur une semaine pendant les vacances, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important comme action, en fait, de se dire je vais créer des gens qui, quand ils seront adultes, seront capables de réfléchir comme des chercheurs et d'avoir une réflexion éthique sur ce qu'ils sont en train de faire. Les deux cumulés, je trouve ça vraiment important. Des sciences telles que la physique, la chimie et les mathématiques. C'était bien d'en parler pour conclure cette émission, Tiffaine Rivière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Être et Savoir. Et je rappelle une dernière fois que La distinction, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu, est éditée à la Découverte Delcourt. Merci à Avril Ventura, merci à Perret Legras à la réalisation, à Raphaël Rousseau à la prise de son. Je rappelle, dois-je le faire, qu'on peut réécouter toutes nos émissions en podcast sur l'appli Radio France par exemple.